Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous accueillir, les vraies voix de l'emploi, jusqu'à 20h, avec un sommaire particulier qui nous touche beaucoup. Rapprocher l'entreprise et la psychiatrie, deux mondes qui se parlent peu, trop peu. C'est l'objectif, en tout cas, que s'est fixé Mocacare, entreprise spécialisée dans la santé mentale du travail. Mocacare et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences dévoilent donc les résultats d'une enquête inédite menée par l'IFOP à la santé mentale du travail. On va en parler dans un instant avec nos invités. Soyez les bienvenus dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour en parler, Guillaume Degvive, c'est ça, je l'ai bien dit ou pas? Degvive, voilà, quasiment. Degvive, très bien. Vous êtes cofondateur et directeur général de Mocacare. Stéphanie Nadeau est avec nous, directrice des ressources humaines du Crédit Mutuel Sud-Ouest. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec Margot Tancred qui est avec nous, psychologue de travail et psychologue référente chez Mocacare. Bonjour. Et Florence Paténote, directrice de la communication du mécénat du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. On va commencer avec vous, Guillaume Degvive. Non, je l'ai mal redit. Degvive, mais c'est très bien. Voilà, Degvive, je vais y arriver. Cette entreprise, en tout cas Mocacare, vient d'une histoire forcément personnelle. Là, on parle de santé mentale. Généralement, on sent que derrière, il y a un passif. Oui, pour revenir à comment j'en suis arrivé là, moi, à la base, j'ai pas fait des études de psychologie. La santé mentale, c'était pas un sujet qui me parlait particulièrement. J'étais pas spécialement sensible. Mais dans mon expérience professionnelle passée, il y a un moment où je me suis retrouvé très proche d'un burn-out. Dans cette spirale, cette dynamique très négative, où en fait, si on n'a pas une main tendue, on se retrouve complètement absorbé et complètement dépassé par la situation. Et c'est à ce moment-là que dans mon bureau, j'ai vu certains de mes collègues, qui étaient d'ailleurs devenus mes amis, qui ont soit fait un burn-out, soit fait une dépression, avec 6 mois d'arrêt maladie derrière, des burn-out qui étaient sévères. Et quand je les ai vus revenir au travail, j'ai ressenti qu'ils avaient un rapport au travail qui avait complètement changé, qu'ils avaient une boule au ventre dès qu'on parlait de performance, dès qu'on parlait de projet. Et je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, les entreprises étaient dans l'incapacité, pas dans le manque de volonté, mais dans l'incapacité de réagir par rapport à ça et de prévenir ces situations. Et donc que tout le monde finalement allait s'en désoler. Tout le monde allait dire j'aimerais bien que ça n'arrive pas, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de burn-out, qu'on ait beaucoup moins, mais qu'il n'y avait pas de solution en place. Et pourquoi ? Parce qu'on est sur un sujet qui est complexe. C'est le burn-out notamment, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il n'y a pas de solution parfaite. Et donc, comme il n'y a pas de solution parfaite et que parfois on est un peu trop cartésien, on se dit, comme j'ai pas de solution parfaite, on va pas forcément avancer. Est-ce que c'est difficile à anticiper? Parce que c'est ça aussi, c'est la prévention, c'est de prévenir aussi. Est-ce que aujourd'hui on peut s'en rendre compte? Alors, c'est difficile. Parce que c'est souvent le lapin dans les phares. C'est-à-dire qu'on vous explique quand vous allez chez le médecin que vous faites un burn-out et vous êtes toujours assez surpris. Exactement. En fait, on a tendance beaucoup trop à attendre d'être dans le rouge avant de réagir. C'est-à-dire, je vais attendre d'aller souvent chez le psychologue ou même, parfois le burn-out, ça peut arriver jusqu'à je suis dans l'incapacité de me lever. Il y a des personnes qui physiologiquement n'y arrivent pas, en fait. Et on va attendre que le corps prenne le dessus sur le mental et nous dise, en fait, tu ne peux plus. Et donc oui, c'est un enjeu énorme de faire de la prévention et on peut le faire à différents niveaux. Il y a bien évidemment au niveau individuel où je peux faire attention à moi, m'écouter, faire attention à des signaux faibles, mais il y a également au niveau organisationnel. C'est-à-dire mon entreprise peut mettre en place une organisation qui va minimiser le risque burn-out, notamment en formant tout le monde pour identifier les signaux faibles chez les autres et faire en sorte de construire un environnement de travail qui soit sain. Alors on va revenir sur cette je vais y arriver, enquête inédite de l'IFOP. On va y aller avec Florence Paténote qui est directrice de la communication et du mécénat du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Qu'est-ce que vous a appris aujourd'hui cette enquête en fait? Parce que les chiffres sont édifiants quand même. Alors on a 2 enseignements. Alors déjà effectivement c'est un peu particulier qu'un hôpital s'allie effectivement parce que vous avez bien fait le lien entre la psychiatrie et la santé mentale. La psychiatrie c'est quand la santé mentale ça va pas bien et qu'on passe au-delà du bien-être psychique, on a des signaux d'alerte et puis possiblement effectivement des aspects de maladie. Les aspects, on a un peu plusieurs questions auxquelles cette enquête répond. Il y a une dimension un peu le travail pathogène, c'est-à-dire que le travail augmente, révèle, produit, en tout cas des situations de fragilité et en tout cas quand il y a une forme de détresse, en tout cas
l'environnement professionnel n'est pas encore suffisamment en capacité de les prévenir, de les traiter, d'accompagner les personnes. Donc clairement, il y a on appelait ça un peu la dimension pathogène du travail. Et puis il y a un deuxième aspect, parce que nous, ça nous intéresse aussi d'aller sur la prévention et la déstigmatisation. Un des chiffres qui nous a un peu le plus étonné, c'est que il y avait tout le monde considérait que c'était important de s'occuper de la santé mentale. Donc jusque-là, en général, dans la discussion, on est tous d'accord. Jusque-là, on est tout le monde d'accord. Là, on est bien, on fait consensus. Et par contre, qu'il y avait près de la moitié du panel des personnes interrogées qui connaissaient le sujet, qui pourtant pouvaient avoir déjà consulté, par exemple. Ça fait partie des éléments des questions qu'on leur a posées, et qui considéraient, donc 46%, que travailler avec quelqu'un qui pouvait avoir un problème de santé mentale, c'est un problème. Et ça, il est clair que ce chiffre, collectivement, il faut qu'on l'amène à zéro dans les années qui viennent. Enfin, c'est un des enjeux clairs, parce que ensuite on pourra traiter, soigner, etc. Mais il faut déjà qu'il y ait une question d'inclusion. Donc ça, c'est un des premiers chiffres. C'est un des premiers baromètres qui a permis de révéler ce décalage entre oui, je veux parler de santé mentale, mais en même temps, si ça me concerne trop, ça me pose problème. Et là, il y a quand même une question qui est qu'un Français sur 4, et c'est une personne sur 4 dans le monde, a ou va être concerné par un trouble de santé mentale. Mais est-ce que vous avez été surprise, vous, parce que vous travaillez sur la psychiatrie, la psychologique, ouais. Est-ce que vous avez été étonnée de ces chiffres, ou est-ce que c'est ce que ça révèle finalement ce qui se passe sur le terrain? Et peut-être étonné que les gens en parlent aussi librement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui évolue quand même, c'est qu'il y a plus... Libération de la parole. Ouais, il y a une libération de la parole. Après, effectivement, on traite 60 000 personnes par an à l'hôpital GHU Paris, dans le siège des Sainte-Anne. Donc, les chiffres, pour nous étonnent pas en termes de volumétrie, en fait. Mais c'est le discours qui lui évolue, et c'est pour ça que ces enquêtes ont de l'importance. Margot Tancrède, vous êtes psychologue du travail et psychologue référente chez Moka Care. Forcément, ces chiffres aussi parlent et veulent dire plein de choses. Et je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent « enfin, on parle de moi, et enfin, effectivement, je peux mettre un mot sur un mot MAUX ». Ouais. Les mots, en effet, ont un sens, je pense, sur la société actuelle, qui évoque en effet un vrai malaise de parler de santé mentale. Et en quelques années, depuis le lancement de Moka, justement, on voit la différence avec une propension beaucoup plus facile, finalement, de parler de santé mentale au travail. On sent qu'il y a encore beaucoup à faire. De tabou. Et c'est pour ça, en effet. Et c'est pour ça qu'on accompagne au quotidien ces entreprises, pour les accompagner aussi à trouver les bons mots, à acculturer en interne aussi sur ces sujets-là. Donc, il y a une évolution. Le chemin est encore assez long. En France, on est aussi assez en retard par rapport à d'autres cultures, puisque aujourd'hui, on passe par l'entreprise, parce que l'État fait aussi pas grand-chose, commence à faire, peut-être de manière maladroite, c'est un autre débat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on en parle de plus en plus, et que le prisme du travail prend aussi une place plus importante. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, la santé mentale, c'est à la fois un vecteur de bien-être par le travail, mais aussi un vecteur de mal-être. Donc on est vraiment sur une ambivalence du rapport entre la santé mentale et le travail. Et donc notre objectif, c'est de faire du travail justement un vecteur de bien-être. Et ça, on le remarque quand même au quotidien avec des entreprises qu'on accompagne. Et ben on va le voir justement, cette entreprise que vous accompagnez, entre autres. Stéphanie Nadeau qui est avec nous, directrice des RH, en tout cas du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Vous êtes très engagée sur ce sujet. C'est un peu la valeur aussi de la banque, très humaine. Donc ça vous parle? Oui, tout à fait. En fait, on est entreprise à mission depuis maintenant 2 ans. Donc forcément, on a cet ADN, en tout cas l'humain a une place de choix au sein de notre entreprise. Et on mesure la performance avec les indicateurs financiers et extra-financiers. Et dans ces indicateurs extra-financiers, il y a 30% qui concernent les ressources humaines. Et l'on mesure, alors les indicateurs traditionnels... C'est énorme. Tout à fait, c'est énorme. L'absentéisme, le turnover, le nombre de recrutements, mais pas seulement. Également les arrêts maladie qu'on a pu éviter de par justement les actions de prévention, et je dis bien de prévention, que l'on met en place. Nous ne sommes pas des acteurs du soin, enfin en tout cas nous ne sommes pas formés pour ça, mais j'ai souhaité, notamment après la crise sanitaire, eh bien, on a vu une accélération franchement de la santé mentale, en tout cas d'une détérioration de la santé mentale. Et j'ai pris l'initiative de former l'ensemble de mes équipes et moi-même à la PSSM, au premier secours en santé mentale. Ça existe pour la santé physique. Et puis, voyant que finalement, on avait des choses quand même intéressantes à faire en entreprise et qu'il fallait qu'on se saisisse de ce sujet.
j'ai décidé du coup de me rapprocher, une relation qui s'est établie de confiance avec l'équipe de Mocacare. Et donc là, on a décidé de mettre à la disposition de nos équipes une boîte à outils, alors à la fois digitale, mais pas que, une ligne d'écoute avec des psychologues. Donc on prend en charge aussi cet accompagnement psychologique, et puis des formations pour nos managers qui sont à proximité avec les équipes, pour lever évidemment les croyances limitantes qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Et puis finalement, qui peut mieux repérer ces signaux faibles dont vous parliez tout à l'heure, le changement d'attitude, le changement d'humeur, des petits signaux qui ne peuvent être détectés qu'au plus proche du terrain, et qu'ensuite on nous adresse, nous, en tant que ressources humaines, pour pouvoir du coup accompagner en profondeur. Allez, on va en parler dans un instant. Comment briser justement ce tabou? Est-ce qu'il faut en parler à ses collègues? Est-ce que les collègues doivent être un peu une vigie et prendre soin des uns des autres? On va en parler dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on parle de santé mentale, pas du côté négatif, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux et on va venir avec des solutions, bien sûr, avec Guillaume Ecvive qui est avec nous, cofondateur et directeur général de Mocacare, Stéphanie Nadeau, directrice des ressources humaines du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Florence Paté-Notte qui est directrice de la communication du mécénat du groupe hospitalier et universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, et Margot Tancred, psychologue de travail et psychologue référent chez Mocacare. Je vous posais cette question, Guillaume Ecvive, hors antenne. Est-ce que finalement les entreprises sont tous... est-ce qu'il y a une inégalité face aux entreprises? Est-ce que finalement, ou alors ça irrigue tous les secteurs d'activité? Nous, ce qu'on remarque, c'est que le point de départ, c'est qu'on a tous une santé mentale au niveau individuel. Oui. Au même titre qu'on a tous une santé physique. Par conséquent, toutes les entreprises, toutes les organisations sont concernées par les enjeux de santé mentale. Nous, à titre d'exemple, parmi nos clients, on va avoir des groupes du CAC 40, on va avoir des EHPAD, on va avoir des clubs de foot, avec des joueurs de foot d'ailleurs, on va avoir des banques d'investissement, des associations, c'est extrêmement diversifié. En revanche, s'il y a des enjeux de santé mentale dans chacun des secteurs, toute taille d'entreprise, il peut y avoir des enjeux en eux-mêmes qui sont différents. Est-ce que ça va être les violences externes, en effet très présents dans le secteur du retail? Est-ce que ça va être les incivilités, notamment dans les agences bancaires, ça peut être un cas? Est-ce que ça peut être la charge cognitive, la charge mentale, la charge de travail? Voilà, ça dépend un petit peu des différents secteurs, mais ils sont tous concernés. Oui, ça dépend de si c'est votre N+1 qui vous charge, si c'est un client quand on est dans un institut bancaire. Florence Paté-Notte, pardon, je vais y arriver décidément. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire? Comment on peut se déceler peut-être soi-même? Est-ce qu'il y a des signaux parce que la santé mentale ou le burn-out, on sait très loin, mais quels sont finalement les premiers symptômes qu'on puisse avoir, ou pour ceux qui nous écoutent, de dire on travaille on est en famille et on sent que l'un ou l'autre commence à un peu vaciller? Alors, je suis pas médecin, mais effectivement, les premiers signaux, c'est les aspects qui remontent souvent dans les consultations. Ce qu'on nous rapporte, c'est que la porte d'entrée, alors pour nous, un hôpital psychiatrique, donc où on traite les personnes dans des conditions assez aiguës, et qui ont un trouble psychique. Quand ça se passe pas bien, il nous arrive par un épisode qui est sans doute une crise, donc qui va être une décompensation ou autre. Et donc là, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui ont échoué, qui sont justement ce repérage, cette aide, par les aidants, en fait. On a une personne sur 3 ou 4 qui va être concernée par un trouble psy, mais en réalité, on est quasiment à 4 sur 4 ou 5 sur 5 en tant qu'aidant, en fait, à un moment de sa vie. Donc c'est peut-être se positionner en tant qu'aidant qui peut aider cela. Et on a une cible en tout cas une cible particulière qui relève beaucoup d'attention. Ça a été évoqué évidemment avec le contexte du Covid, qui sont les jeunes. On sait que les premiers moments où peuvent émerger une pathologie psy, donc je m'éloigne un petit peu du burn-out, qui peut être plutôt un phénomène épisodique ou révélateur d'autre chose. Donc si on revient sur les premières émergences de symptômes psy et comment les prévenir et comment en fait aider à les réduire, parce que c'est ça qui est assez fascinant, et bien là il y a ce qu'on appelle la détection précoce, l'intervention précoce. Nous on est très positionnés sur le sujet avec des programmes de recherche concrètes qui s'appliquent dès aujourd'hui. On vient de sortir par exemple un outil qui s'appelle Primo, qui est accessible, qui est gratuit, qui est en ligne, et qui est un outil de repérage, d'auto-évaluation
auto-évaluation pour des jeunes, peut être utilisé pour des personnes plus Quand vous dites âgées. en ligne, c'est-à-dire qu'on Il tape est sur Primo Psycaire, sur le site Santé Psy Jeune, et qui est et alors c'est un questionnaire qui est assez dense et qui dit où aller quand ça va pas bien. Et qui va identifier plein de choses. Ça va des idées noires à des aspects plus hallucinatoires ou autres. Et dans des périodes d'adolescence dont tout le monde se dit ok, c'est le grand chamboulement, en réalité c'est la crise d'adolescence. Dans certains cas, c'est pas une crise d'adolescence. En fait, c'est une crise qui peut révéler d'autres choses. Donc ça, ces outils et déclencher des maladies aussi. Et déclencher des maladies. Mais pris tôt, ce que nous apprennent effectivement les médecins avec qui on travaille sur la détection précoce, c'est que quand ces symptômes apparaissent, on peut réduire en fait la potentialisation vers la maladie. D'accord. Donc c'est quand même hyper important de se dire que ces outils de détection précoce, ils permettent de réduire en fait le nombre de personnes qui vont devenir malades, développer un trouble et potentiellement un trouble chronique. Donc voilà, c'est des outils d'auto-évaluation, pas nécessairement d'autodiagnostic, on n'est pas dans l'horoscope médical, on évite, mais super ça. Mais vraiment le repérage, l'auto-évaluation, et puis après que tout le monde soit sensible à l'écoute et participe à la déstigmatisation. C'est-à-dire que en fait, on peut se sentir concerné. Guillaume, tu t'en es ouvert déjà, tu as pu approcher cela. Et ben, ce fait de pouvoir en parler de manière spontanée, sans peur de jugement, c'est déjà un pas considérable en fait. Marco Tancrède, justement, c'est le sujet. Comment lever ce tabou quand on est en entreprise où la plupart du temps il faut être fort, performant, avancé, la tête bien ancrée, les pieds dans le sol. Enfin voilà ce qu'on demande à tous les salariés finalement ou tous ceux qui travaillent en entreprise. Comment à un moment donné lever ce tabou en disant stop, là je pense que je vais pas bien, ou d'aller voir quelqu'un en disant je pense que tu vas pas bien, parce que ça c'est difficile. C'est-à-dire que outer entre guillemets quelqu'un de dire je vois que tu vas pas bien, c'est toujours à double tranchant. Ouais, tout à fait. Je pense que l'exercice il est double. Le premier, ça va être toujours de faire l'exercice sur soi avant, de pouvoir identifier justement les changements de comportement éventuels chez ses collègues ou dans son entourage personnel évidemment. Donc c'est comme un nouveau langage finalement, la santé mentale. Et l'idée c'est de donner les vocabulaires pour pouvoir identifier justement ces signaux faibles. C'est-à-dire le changement de comportement. Ouais. En fait, le premier indicateur, ça va être un comportement habituel qui va devenir inhabituel. Typiquement, dans une réunion, si on a un collègue qui est habituellement très en train, assez énergique et qui va finalement finir par s'isoler, ça, c'est un premier signal d'alerte. Le deuxième signal d'alerte, ça va être comment ça va s'installer dans le temps. Si ça perdure dans le temps, là, il y avait le deuxième signal d'alerte qui va s'activer. Et le troisième signal, ça va être l'aggravation. Ensuite, il faut toujours remettre en contexte d'un point de vue culturel. Parce qu'évidemment, des comportements vont varier d'une culture à une autre. Et donc, tout ça, c'est un exercice à faire, évidemment, en tant que collègue et en tant que manager. Et la responsabilité, elle est partagée. On entend souvent aussi une pression implicite envers les managers. C'est important de responsabiliser chaque individu à sa propre santé mentale pour pouvoir aussi être plus au clair sur ce nouveau langage et repérer la santé mentale de ses collègues. Pourquoi ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, la santé mentale, il y a un malaise. Il y a encore un vrai malaise là-dessus. Et donc, l'objectif, c'est justement de pouvoir être plus à l'aise avec ce sujet grâce à une lecture plus approfondie de ses propres signaux et donc des signaux de son entourage. Je rebondis sur vous. Est-ce que c'est très genré, en fait ? Est-ce que c'est plus les hommes qui s'affaiblissent tout à coup, plus les femmes ? Parce que, est-ce qu'on a des notions... Enfin, Guillaume, vous... Je t'en prie, Florence. Alors, on n'a pas exactement ces statistiques-là. La maladie psy, le trouble psy, touche pas plus les femmes que les hommes. Par contre, on peut avoir des types de troubles qui vont peut-être plus toucher certaines catégories. Je te laisse rebondir sur sur l'enquête. Oui. Par contre, on a montré des disparités dans le rapport à cela. Oui, dans l'enquête, quand on a regardé un petit peu tous les chiffres, on a essayé de regarder dans beaucoup de segments différents, c'est-à-dire par catégorie d'âge, par catégorie socio-professionnelle, par région, par secteur. Il y a une chose qui sautait aux yeux, c'était une différence entre hommes et femmes. Les résultats des femmes, en termes de santé mentale, étaient vraiment dans le rouge. Beaucoup plus, vraiment nous alerter par rapport à ceux des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien pour tous les hommes, mais en tout cas, il y avait une différence qui était notable, notamment en termes de stress chronique. C'est 45% des femmes qui ont dit avoir
eu un épisode de stress chronique au cours des 12 derniers mois. Pour les hommes, on est, je crois, à 2 fois moins environ. Et il y avait une autre chose aussi. C'est la double charge à la maison et au bureau, c'est ça? Alors, c'est toujours difficile d'arriver, parce que c'est multifactoriel, mais en effet, il y a cette double charge. Oui. On parle aussi parfois des enjeux physiques qu'il peut y avoir, comme l'endométriose, qui peuvent peser. Il va y avoir, en effet, cette pression qu'on va se mettre à soi-même, et exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a 2 journées, la journée au travail, et puis ensuite quand on rentre chez soi, il y a une deuxième journée qui commence, ce qui fait que ça fait beaucoup à la fin. Et il y en a une autre chose également qu'on a remarqué dans l'étude par rapport à ça, c'est que les femmes, quand on a regardé avec l'indicateur de l'OMS, on a mis un questionnaire avec 5 questions pour identifier de manière assez factuelle où se situaient les gens. Il y a 38% des femmes qui présentaient un risque de dépression selon cet indicateur. Quand on leur a posé la question en déclaratif, est-ce que vous vous sentez bien ou pas, il y a uniquement 19% des femmes qui ont dit « moi, je me sens pas bien, j'ai un état de santé mentale qui est mauvais ou très mauvais ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de personnes qui se sont identifiées comme dans une mauvaise situation versus comme elles le sont. Ou qui ne veulent pas, en tout cas, le verbaliser d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et donc ça, on a vu un écart qui nous a frappé. On s'est dit, il y a une prise de conscience qui n'est pas là sur son état de santé mentale propre. Et il y a quand même moins d'hommes qui consultent, ou en tout cas qui déclarent aussi les choses. C'est-à-dire qu'on a aussi, dans la stigmatisation, évidemment, c'est aussi genre, enfin la stigmatisation est aussi genrée. Bien sûr. Ce qui rajoute d'ailleurs aussi un biais, puisque les hommes vont beaucoup moins facilement s'auto-déclarer en mauvais état de santé mentale, parce que justement la société n'est pas forcément aidante sur la connexion à leurs propres émotions, à leurs besoins. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on remarque que les hommes en effet consultent moins et surtout attendent le dernier moment. Donc l'acte ultime c'est le suicide. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On va en parler dans un instant avec vous, Stéphanie Nadeau, puisque là dans l'entreprise on veut voir comment ça s'est vraiment déployé et finalement est-ce que vous avez identifié quand même chez vous beaucoup de cas? On va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec l'ensemble de nos invités et je le disais juste avant la pub, comment repérer et proposer un suivi des cas problématiques, et on va en parler avec vous, Stéphanie Nadeau. Vous êtes directrice des ressources humaines du Crédit Mutuel Sud-Ouest. Vous êtes rentrée dans le processus Mocacare. Il faut incarner ce que on veut mettre en place. Il faut le vivre, c'est-à-dire ça n'est pas une injonction. Si c'est une injonction, c'est mal déployé et chez vous, c'est vraiment quelque chose qui est, en tout cas, dans l'ADN de l'entreprise. Est-ce que vous avez vu des cas qui sont venus chez vous, en tout cas, vous parler naturellement? Est-ce que vous avez rencontré, dans le cadre de prise de poste, des gens qui étaient déjà dans des situations difficiles et qui arrivaient chez vous pour trouver du travail? Est-ce que toutes ces situations, vous les avez déjà vécues? En fait, on s'aperçoit, c'est qu'il y a une accélération du temps. Je pense que cette notion de temps, l'immédiateté, on veut tout de suite et maintenant. Il y a quand même une infobésité, il y a quand même ce sujet d'avoir cette surinformation continue à faire le tri, fait en sorte que nos équipes, notamment en lien aussi avec la clientèle, qui subissent aussi des incivilités, parfois même des agressivités, on voit bien qu'il y a les causes sont multifactorielles et que c'est pas évident entre ce qui relève du professionnel et du personnel, parce que la porosité des vies, on l'a pas peut-être forcément développée, mais le télétravail, on a amené le travail à la maison. Aujourd'hui fait que cet équilibre des vies est plus fragilisé. Alors c'est pas une question de résilience, je pense que c'est une accumulation finalement qui font que c'est un peu plus difficile à gérer au quotidien. Nous, ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, c'est qu'on a mis en place des bienveilleurs. Des équipes qu'on a formées, une sorte de sentinelle qui nous permet d'être en alerte. Ce sont quoi, des salariés? Des salariés qui sont portés volontaires pour du coup avoir cette mission en fait d'alerte qui nous permettent nous d'être en veille en fait. C'est une sorte de veille et de pouvoir prendre en charge, vous l'avez dit, de manière assez précoce, les situations de fragilité. Et la fragilité, la vulnérabilité, elle n'est pas suffisamment mise en avant. On valorise le culte de la performance. D'ailleurs, dans les médias, on valorise la réussite des parcours, mais pas
la fragilité ou la vulnérabilité. Or, la vulnérabilité, être en capacité de pouvoir l'affirmer que oui, le parcours de vie n'est pas linéaire, à la fois personnel comme professionnel, que oui, il y aura des étapes qui seront peut-être plus difficiles que d'autres. Et la main tendue, ou en tout cas l'accompagnement dans les capacités ou le rôle de l'entreprise, l'accompagnement, on s'en souviendra toujours. C'est comme un client qui réclame. Vous portez attention à quelqu'un qui ne va pas bien ou qui réclame, il se souviendra toujours de l'attention que vous lui avez portée à ce moment-là, et pas uniquement dans les moments qui vont bien. Et c'est là où je pense que l'alignement est important avec les valeurs, parce que sinon vous n'êtes pas, en tout cas c'est pas forcément incarné par vos équipes. On a l'impression que c'est quelque chose que vous avez posé là parce qu'il fallait, comme vous le disiez à ce titre, cocher une case. C'est pas ce qu'on a souhaité faire en tout cas. C'est un travail de très très longue haleine pour qu'on puisse vraiment changer les mentalités. Ouais, Guillaume Ecvive, vous êtes le cofondateur et directeur général de Mocacare. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre alors maintenant, j'imagine que naturellement ils viennent chez vous, mais est-ce que ça a été difficile de convaincre sur ce sujet de la santé mentale? Parce qu'en plus, c'est un élément de performance pour l'entreprise. Ça évolue. C'est de moins en moins difficile, mais ça reste difficile. Déjà, la première chose, c'est qu'on... Qu'est-ce qu'on vous oppose quand... On va nous opposer, alors vous avez mis un peu le doigt dessus en disant la notion de performance, parfois, la première question que les gens vont se poser, c'est est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de faire attention à la santé mentale de ses équipes, puisque nous sommes une entreprise, donc ce qu'on recherche, c'est la performance. Donc en fait, c'est le profit. D'accord. Et on existe pour générer du revenu, générer du profit, et finalement payer des psychologues ou former mes managers à bien gérer leur stress, c'est pas mon rôle. Donc ça, c'est cette question qu'on va arriver. Nous, ce qu'on va opposer, c'est que la question du rôle de l'entreprise dans la santé mentale, c'est une question qui est philosophique. Il n'y a pas de vérité. Par contre, ce que je sais, pour coup sûr, c'est que c'est dans l'intérêt de l'entreprise ou de toute organisation de faire attention à la santé mentale de ses équipes. Parce que c'est du bon sens. Quelqu'un qui se sent bien au travail, c'est quelqu'un qui va être plus motivé, qui va être plus performant. Bien sûr. Donc, in fine, quand je fais attention à la santé mentale de mes équipes, je suis en train d'investir dans ma propre entreprise. Donc ça, c'est une chose qu'on va nous opposer. Et après, nous, ce qu'on remarque, c'est que les mentalités quand même évoluent. Nous, on a créé Moca en tout début 2020, un petit peu avant la crise Covid. Depuis, on parle quand même beaucoup plus de santé mentale. D'ailleurs, cette année, c'est l'année de la grande cause nationale de la santé mentale. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Je pense que ça permet de mettre un coup de projecteur sur le sujet. Tout le monde prend conscience que la santé mentale, en fait, c'est pas que pour les faibles. On a trouvé intéressant que Nicolas Demorand, sur France Inter, fasse ce coming out, on en parlait tout à l'heure, en disant « je suis un malade mental », c'est vrai que ça surprend. On se dit, quelqu'un qui est là tous les matins pour nous réveiller et qui dit « moi je suis schizophrène », oui, c'est sûr, ça interpelle. Et donc, de plus en plus, on voit les DRH qui se saisissent du sujet, qui se disent « ok, j'ai envie de faire quelque chose », et de plus en plus, on passe de... La question avant, c'était « est-ce que je fais quelque chose ou pas ?» et maintenant, c'est « qu'est-ce que je fais ?» Bipolaire. Excuse-moi. Voilà. Excusez-moi, monsieur Demorand, si vous nous écoutez. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute. Florence Patnotte, est-ce que le monde hospitalier est prêt, ou l'entreprise est prête à dialoguer avec le monde hospitalier ? Est-ce que ce dialogue est facile ? Peut-être facile. En tout cas, effectivement. Parce qu'on n'a surtout pas envie d'envoyer ses salariés à l'hôpital, ça c'est certain. L'idée, c'est plutôt effectivement d'avoir un partenariat de prévention, en fait, plus que d'avoir des collaborations avec des centres de santé, avec des acteurs du domaine sanitaire ou médico-social. Ça, bien sûr, on en a. Alors, il y a aussi deux angles, parce qu'il y a aussi le lien avec des organisations, avec des entreprises pour lesquelles il peut y avoir aussi une inclusion du handicap psychique. Donc c'est aussi le partenariat avec des organisations qui vont, un des vrais renversements de table de cette idée, c'est de se dire que il y a des quotas de parité, il peut y avoir aussi un investissement à se dire on travaille avec des personnes aussi troubles psychiques. C'est pas une question on n'est pas sur un manque de chance, on est en fait sur au contraire une inclusion, et il y a un vrai engagement, et en réalité c'est pas nécessairement associé à de la faiblesse ou autre. Ça peut être une façon de potentiellement reconsidérer une flexibilité au travail, le temps de présence au travail, et il est très très rare que la prise en compte d'un handicap ne bénéficie pas en général à tout le monde. On le sait, les rampes, ça aide aussi, on en discutait à la poussette, aux livreurs, à des personnes à mobilité réduite, à des personnes qui à un moment se sont ratées au ski. C'est aussi des facteurs je caricature un petit peu, mais c'est surtout l'idée de se dire que si on va sur un modèle plus inclusif,
eh bien, cette relation maladie-intervention va plutôt se transformer dans un exercice de prévention et de vision partagée. Je reviens à l'image entreprise et hôpital, et pas en fait à des mondes qui cohabitent dans l'urgence, dans la crise. Parce que là, en fait, on va être dans une situation un peu de pompier, et il faut que ça existe, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des phénomènes de crise. Toutes les phases doivent exister, en fait. Voilà, exactement. On parle d'inégalités, bien entendu, dans les métiers. Avec vous, Margot Tancred, psychologue du travail et psychologue de référence chez Moka Care. On n'est pas tous, entre guillemets, logés à la même enseigne. C'est-à-dire que là, on parle de bureaux, de gens qui sont dans des bureaux. Il y a des gens qui travaillent dehors, dans le BTP, et qui peuvent aussi subir une santé mentale. Et là, pour le coup, c'est très, très compliqué parce qu'il n'y a pas de télétravail, tout ça n'existe pas. Donc, on est vraiment dans un autre modèle très compliqué à gérer. Alors très compliqué, et d'un autre côté, on parlait d'infobésité, sur les sujets d'hyperconnexion notamment, qui ont un impact délétère aussi en termes de santé mentale. Ça peut aussi préserver sur d'autres aspects. Donc tout est une question évidemment d'équilibre, et nous chez Moka, on va accompagner en fonction des différents contextes, des cols blancs, des cols bleus, et comme on l'a dit, en fait, la santé mentale fait partie de la santé, tout le monde en a une, et donc l'objectif, c'est de pouvoir jouer avec pour que justement au quotidien on arrive à faire de sa santé mentale quelque chose de positif pour son travail. Évidemment, pour des contextes, on parlait notamment des violences externes que peuvent subir des personnes qui sont soit dans les services après-vente ou qui sont en relation client directe, ça va être très frontal. En fait, il va y avoir une décharge émotionnelle très forte, et donc pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'éponge émotionnelle, il va falloir former ces personnes qui sont peut-être plus à risque dans leur métier pour que justement elles ne ramènent pas chez elles les problématiques du travail qui vont avoir un impact sur la charge mentale, sur la qualité du sommeil, et qui vont du coup avoir un impact sur la santé de manière générale. On parlait tout à l'heure aussi sur le télétravail de ce concept, ce qu'on appelle d'extimité, c'est-à-dire il n'y a plus de frontières entre le pro et le perso, on n'a plus le seuil psychologique de passer justement la porte de chez soi, et donc tout ça va évidemment jouer sur des nouvelles règles à mettre en place et à cadrer aussi dans chaque entreprise en fonction des contextes. Mais comment fait-on quand c'est un problème de santé mentale qui n'a aucun lien avec l'entreprise ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié à la famille, qu'on rapporte et ramène à l'entreprise. Quel est le rôle de l'entreprise ? On va peut-être vous demander à vous, hein, Stéphanie Nadeau, comment on fait dans ces moments-là ? Parce que c'est un autre sujet, donc ça a un impact sur son métier, mais vous n'y êtes en aucunement responsable, en fait. Tout à fait. Alors on ne peut pas ignorer, parce qu'il y a quelques années, on disait vous venez au travail, vous laissez votre sac à dos avec vos problèmes à l'entrée, et puis finalement on prend un nouveau costume. Non, aujourd'hui, on vient tel qu'on l'on est. Effectivement, avec des difficultés aussi du travail qu'on amène à la maison et inversement. Donc on ne peut pas l'ignorer, donc on accompagne surtout avec des mises en relation avec donc les médecines du travail avec lesquelles on travaille en étroite collaboration, et je souligne également le travail qui peut être fait dans l'aménagement des postes, quand on parlait on aménage le temps de travail, mais l'idée en fait c'est de porter les premiers secours, en tout cas assez précoces, de détecter de manière assez précoce les premiers secours qui vont pouvoir être prodigués, et puis ensuite de passer le relais bien sûr aux médecins, parce que nous ne sommes absolument pas qualifiés et pour pouvoir prendre en charge. Mais notre préoccupation première, c'est que cette personne retrouve l'entreprise. Voilà, qu'on puisse réintégrer. Et dans ce cas-là, on va aménager son temps de travail, on va aménager également le travail en tant que tel. Et ce qui est plus compliqué parfois dans nos agences, c'est qu'on a des effectifs de 4 par moment, et quand on a une personne qui arrive qui est un peu plus, qui est pas forcément à sa pleine capacité, ça vient déséquilibrer ou fragiliser les présents qui doivent aussi supporter une charge de travail supplémentaire ou complémentaires. Donc voilà, il faut qu'on trouve un certain équilibre qui n'est pas toujours simple. Donc il faut porter attention aux présents, à ceux qui sont absents pour qu'ils viennent aussi, qu'on puisse en tout cas leur tendre la main et faire en sorte qu'ils reprennent. Donc voilà, il y a quand même un équilibre qui est assez fragile, et quand je dis souvent on fait un travail d'équilibriste créateur de liens, c'est vraiment ça, je peux vous assurer au quotidien, parce que on supporte une charge aussi, nous aussi, en tant que DRH, une charge émotionnelle qui est vraiment significative, donc avoir ces moments aussi de respiration, c'est ça, de décompression au travers des échanges qu'on peut avoir avec Moka Care et les équipes. Nous aussi on se forme régulièrement
retrouver un équilibre, hein, parce que notre quotidien, sinon, c'est très compliqué. Et faire de la radio, par exemple, c'est ça qui est bien aussi. Ça détend aussi de venir parler à la radio. Allez-y, en deux mots, il y a accès à beaucoup de ressources aussi, y compris beaucoup de lignes d'écoute qui aident beaucoup. Et je cite juste le 3114 sur la prévention du suicide, très en amont, qui est accessible à n'importe quelle heure, n'importe quel moment dans toute la France, et qui permettent aussi, indépendamment de l'entreprise, d'être des dispositifs très, très secourables. Une écoute, bien entendu, totalement anonyme, c'est toujours intéressant. Et gratuite. Et gratuite, oui, absolument. On va se demander comment on peut réhumaniser finalement ces entreprises au travail. On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à un petit peu avant 20h quand même. Mon réalisateur dit oui. Et tais-toi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On parle de santé mentale. C'est très compliqué ce mot santé mentale. Je suis pas sûre que ce soit voilà. On est d'accord. C'est pas. Je suis sûre qu'on aurait dû trouver un autre terme avec Guillaume Ecvive qui est avec nous, cofondateur et directeur général de Mocaker. Stéphanie Nadeau, directrice des ressources humaines et du Crédit Mutuel de Sud-Ouest. Vous avez des noms à rallonge à chaque fois. Florence Patnotte qui est directrice de la communication et du mécénat du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, et Margot Tancred, qui est psychologue du travail et psychologue référente chez Mocaker. La perte de sens, en fait, Guillaume Ecvive, est-ce que l'organisation finalement du travail est aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, un peu inhumaine? C'est une grande question. C'est une grande question, là. C'est une grande question que vous me posez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut tout faire en sorte pour qu'elle ne le devienne pas. D'accord. Et donc, il faut mettre en place des filets de sécurité pour s'assurer que le style de management reste respectueux. Quand bien même, on le sait, il y a de la pression, il y a des objectifs, il y a des chiffres à atteindre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à composer avec cette pression, cette injonction à la performance permanente. Et je ne vais pas non plus cramer mes équipes, je parle de manière un peu directe. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça qui fait qu'il y a un bon manager ou pas. Donc, une des manières de le faire, c'est de redonner du sens. Pour motiver les gens, il faut réussir à ce qu'ils se disent, OK, là, mon boulot, ce que je fais au quotidien, ça sert vraiment, ça a un objectif. Donc, c'est une des manières de le faire. Mais après, voilà, ça dépend un petit peu de chaque équipe. C'est ça. Stéphanie Nadeau, quand vous dites qu'il y a chez vous des personnes qui se sont portées, qui ont eu envie en tout cas de s'occuper des autres, comment c'est encadré, comment on légifère ça, comment on organise ça dans l'entreprise? Parce que c'est un contrat à part, c'est quoi? C'est juste du volontariat? Comment ça se... Oui, pour les gens qui ont des entreprises et qui nous écoutent. Oui, c'est du volontariat. Alors bien sûr, d'abord, il faut s'assurer que comme quelque part, ces collaborateurs ou collaboratrices aient un minimum de compétences relationnelles, sont quand même dans l'écoute, parce que quelque part, ce sont des qualités aujourd'hui indispensables quand on veut, en tout cas, s'inscrire ou s'embarquer dans une démarche comme celle-ci. Et ensuite, on les accompagne avec des formations avec Mocaker, justement, pour la détection de ces fameux signaux faibles dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois qu'en fait, c'est déjà la volonté de vouloir travailler ou faire en sorte que ce collectif, il fonctionne. Donc, c'est un esprit communautaire qui se met en place. Vous voyez, quand on est aligné entre les valeurs et finalement qu'on se retrouve, que c'est pas uniquement quelque chose inscrit sur les murs, mais que c'est vraiment incarné par nos équipes. Et puis, on a plus, je pense... c'est peut-être plus simple de se confier à un collègue qu'à forcément à son N+1. Je ne dis pas que le N+1 est tyrannique, c'est pas du tout mes propos, parce qu'on a des liens de proximité assez forts et sincères, mais je crois que c'est parfois plus simple de parler à un collègue et de se livrer, surtout quand c'est des aspects très personnels. Sur le professionnel, c'est peut-être un peu plus simple d'en parler parce qu'on a une charge de travail un peu plus importante, parce que finalement on ne retrouve pas forcément le sens ou l'utilité, à quoi je sers, à quoi je suis utile dans mon métier, pour la société, parce qu'il n'y a pas que également l'environnement professionnel, c'est des fois cette notion de utile de manière plus large au niveau de la société. Et puis, il y a une notion dont on parle peut-être pas beaucoup, c'est le travail empêché. Je trouve que cette notion de être en capacité d'exercer pleinement ma mission, d'avoir l'autonomie peut-être, d'avoir la responsabilité, la confiance et la reconnaissance du chemin que j'ai, de la politique des petits pas, valoriser le chemin que j'ai parcouru. Quand un nouveau recruté arrive dans l'entreprise, il faut non seulement maîtriser la technique bancaire, il faut s'acculturer à un nouvel environnement. Ça fait beaucoup d'éléments. Exactement. Donc,
encourager, accompagner, être à l'écoute et la bienveillance et l'exigence ou le prendre soin, c'est complètement compatible. Faut arrêter enfin, je trouve qu'on parle beaucoup de bienveillance comme quelque chose de gnangnan. Oui, clairement. Ben non, en fait. Ah, les bienveillantes et les gentilles. Je suis très exigeante dans mon métier, mais pour autant, voilà, j'ai pas de difficulté dans le prendre soin. C'est même le cœur, c'est l'ADN de mon métier. Mais je suis très exigeante et mes équipes pourront en témoigner. Mais je pense que le combo est tout à fait possible. En général, c'est ça qui est dur, c'est de réconcilier performance et santé mentale ou bienveillance. Que être performant, étant juste performant, en mettant la pression aux gens et en les pressurisant, entre guillemets, c'est relativement facile. Et être très bienveillant et écouter uniquement ses équipes et demander toujours moins, c'est facile aussi. Ce qui est dur, c'est de faire les deux en même temps. Mais vous avez certainement des chiffres maintenant aujourd'hui de sociétés, d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé qui finalement étaient très performants, mais on sentait qu'il y avait beaucoup d'absentéisme. Et j'imagine qu'aujourd'hui, ils vous baisent les pieds, mais presque. Parce que c'est ça. Ce qu'on remarque, nous, en termes d'impact, c'est l'impact en termes d'absentéisme. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a permis d'éviter des burn-out. Il y a des personnes, notamment qui sont allées voir certains de nos psychologues, et qui disent, à la fin, cet accompagnement m'a permis d'éviter un arrêt maladie. Et ça, pour nous, c'est assez fort parce qu'on se dit, OK, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, la personne ne serait pas là aujourd'hui devant son bureau ou en train sur le terrain. Donc, c'est vraiment ça qu'on va mesurer. Et après, sur la performance, c'est toujours plus difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas de chiffres très précis, mais c'est comme ça qu'on prend le sujet. Ouais, et puis je rappelle quand même qu'une jeunesse regarde surtout déjà aujourd'hui pour rentrer dans une entreprise comment elle est, et c'est vraiment pour la marque employeur très très important. Margot Tancred, comment vous faites? C'est-à-dire que vous venez dans l'entreprise, vous regardez comment ça se passe, vous faites un état des lieux, comment vous procédez en fait? Parce qu'il y a ce qu'on vous dit et ce qui est la réalité de ce qui existe en fait. Ouais. Alors moi, évidemment, j'ai un prisme particulier puisque j'accompagne les individus, les organisations. En général, il y a un sujet soit de prévention, soit un sujet de ce qu'on appelle de post-vention, donc on va être plus dans le curatif, et après on fait le relais avec des psychiatres si nécessaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un rôle de, justement, comme disait Guillaume, de tendre la main. C'est-à-dire qu'on va proposer notre aide, mais on ne peut jamais l'infliger. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à se faire accompagner. Et ce qu'on va proposer pour justement éviter les situations notamment de burn-out, puisque un des symptômes premiers du burn-out par rapport à votre première question, c'est le déni. Et donc, pour éviter de tomber dans ce déni, en fait, on va permettre à ces personnes d'identifier ces premiers signaux. Et l'état des lieux, en fait, il se fait par différentes manières. On fait un état des lieux collectif avec des audits, par exemple, sur les risques psychosociaux, qui nous permettent justement de chiffrer avec de la qualité, de la quantité, sur comment la santé, finalement, d'une organisation fonctionne, puisqu'on peut la traduire aussi à l'échelle organisationnelle. Et puis après, on va évidemment rencontrer individuellement les collaborateurs qu'on va accompagner, les managers, les RH. Uniquement sur le volontariat, encore une fois. Évidemment, uniquement sur le volontariat, pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé mentale, que ce soit sur les sujets professionnels comme personnels, puisque on l'a évoqué, même si un sujet familial, par exemple, ou conjugal, nous impacte, ça aura forcément une conséquence directe sur sa performance au travail. Florence Patnotte, on disait il y a quelques secondes, quand je vous disais le mot santé mentale est terrible, j'ai senti qu'il y avait une connivence avec moi. Est-ce qu'il faut arrêter avec ce mot qui fait peur, en fait, finalement ? Non, parce qu'en fait, santé mentale aujourd'hui, c'est le terme qu'on utilise pour pas dire trouble psychique, qui fait encore plus peur. Donc, oui, en d'accord. réalité, on le garde alors. En fait, gardons les termes, mais changeons peut-être les appréhensions qu'il y a derrière. En fait, c'est plutôt se dire que, en réalité, on parlait de qu'est-ce qu'il faut faire dans les entreprises ou autres, mais je pense que pour tout un chacun, sans être dans un exercice d'exemplarité ou autre, c'est d'essayer d'avoir un regard plus, au moins neutre, mais en tout cas, qui n'associe plus la santé mentale, la maladie mentale, à de la dangerosité, ce qu'on voit aussi, je profite d'être sur un média pour le dire, ce qui peut des fois rapporter dans des faits divers ou autres, ça c'est des éléments aussi qui sont dans la tête des recruteurs potentiellement, donc c'est une espèce de petite musique comme ça qui existe, et globalement, je dirais plutôt que de changer les termes, c'est en tout cas de se dire que on peut être concerné, on peut vivre avec, on peut être traité, il n'y a pas non plus cette espèce de fantasme de l'incurabilité, parce que c'est ça aussi qui fait peur, ça va être toute la vie, tout le temps. On sortira jamais. Et en fait, se dire qu'il y a plutôt
qu'il peut y avoir de l'espoir dans un sujet qui est anxiogène, quoi. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de cette invitation sur la santé mentale. C'est ce que devrait dire Philippe David sur moi, hein, parce que voilà. Non. Si vous avez par contre des conseils sur les personnes harcelées au travail par une charmante co-animatrice qui nous qualifie une fois de culbuto et la fois suivante de beauf, c'est pour un ami. J'ai dit gentil beauf. Oh, c'est vrai, mais on s'amuse beaucoup. Alors, en tout cas, moi, ça me fait rire. Dans un instant, on parle football. Au menu des vraies voix, avec évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Notre premier débat, le PSG fausse-t-il le championnat? Oui, parce qu'ils ont perdu contre Nice, mais ça fait du remous. Et à Strasbourg, ils ont carrément envoyé les coiffeurs. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils faussent le championnat ou pas? Votez sur X et appelez-nous au 0826 300 300. Dans le second module, on parlera du match du soir, un duel terrible à San Siro entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, 3-3 à l'aller, et entre la rigueur italienne et la folie espagnole, il va y avoir du spectacle. Évidemment après, c'est pour vous Cécile, on parlera de ce Paris Saint-Germain-Arsenal de demain soir, qui peut-être 5 ans après ouvrira les portes d'une seconde finale de Ligue des Champions aux Parisiens. Et on conclura, c'est beaucoup moins joyeux, avec le But Football Club et la situation financière de l'OL, qui est à peu près aussi reluisante que celle du Crédit Lyonnais il y a 35 ans. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David dans Les Vraies Voix. Et passez une très belle soirée et à demain, salut.